dans le cadre du portail régional des aides, 100 000 sous forme de subventions pour l'investissement, 300 000 pour les industries agroalimentaires et 900 000 en recettes au titre du remboursement des avances remboursables. Là, vous constatez, si vous voulez, le fait que justement ces avances sont intéressantes puisqu'on commence à avoir des recettes par rapport aux premières années. Et il est bien évident que dans les années futures, ces recettes vont augmenter et vont nous permettre, encore une fois, de réinvestir dans les aides aux entreprises. Les prêts d'honneur, donc, en très légère baisse, parce que justement, il y a les avances remboursables qui montent, c'est le principe des vases communicants, donc il est légitime que les prêts d'honneur soient en légère baisse, 1 300 000 € quand même, avec une recette de 2 millions d'euros, puisque là, nous profitons à l'inverse des années où il y avait des prêts d'honneur à hauteur de 2 500 000 €. Le prêt participatif de développement à hauteur de 50 000 €, la participation capital à société, capital investissement Franche-Comté. On vous rappelle que nous sommes dans cette société à hauteur de 589 500 €, que nous n'avons pas beaucoup de lisibilité de notre participation et que d'autre part, cette société envisage de devenir à capitaux privés majoritaires. Donc elle a le besoin, entre guillemets, de transférer des crédits publics vers des sociétés privées. Et c'est ce qui vous explique que nous sommes en train de travailler avec elle pour revendre nos parts au capital, donc c'est 589 500 €. Sur les manifestations et soutien aux produits locaux, 50 000 €, c'est traditionnel. Syndicat mixte de micropolis également, 65 000 €. Sur le FACAR, en légère augmentation à 20 000 €. Donc ça, c'est l'ambition 1. Sur l'ambition 2, les colloques et manifestations, 20 000 €. Je passe vite puisque ce sont des participations récurrentes. Sur le Fonds régional de l'innovation, nous réinvestissons 150 000 € dans ce fonds qui est géré par la région. Le développement de la filière numérique et de la SEM Numérica, donc on vous rappelle que nous sommes dans le capital de ces sociétés Numérica. Sur la filière microtechnique, à peu près les mêmes montants que d'habitude, 200 000 € et 230 en CP. Sur la filière automobile, à peu près la même chose également, 200 000 et 108 500, en vous rappelant qu'il y a aujourd'hui la création d'un cluster qui devrait permettre à l'entreprise PSA de mieux participer à la vie du pôle véhicule du futur. Et sur les autres filières agroalimentaires, bois, plasturgie, des AP à hauteur de 150 000, des crédits de paiement de 129 000. Donc ça concerne bien sûr les 3 filières agroalimentaires avec le soutien que nous avons en direction de l'ARIAD, la filière forêt-bois, le soutien à l'ADIB et la filière plasturgie, où nous vous rappelons que là nous allons éventuellement aider le pôle Plastipolis quand il y a des activités qui concernent le département du Doubs. Et vous avez donc les crédits correspondants et le projet de délibération, page 26. Merci pour cette présentation synthétique mais très complète qui permet de vérifier ce que nous avons dit ce matin, que l'aide directe au développement économique était, nous concernant, particulièrement au rendez-vous. Y a-t-il des questions? Je n'en vois point. Je vais donc mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport 202, politique foncière, agricole, pardon, oui, et forestière, oui, je l'avais noté, Gilles Robert. Oui, donc présentation de ce rapport. Donc à la page 5, on nous rappelle le contexte que vous connaissez bien, la spécialisation laitière forestière de notre territoire, le meilleur taux de renouvellement des générations de France, et puis surtout, page 5, et surtout donc le fait que l'agriculture se situe aujourd'hui à un tournant important, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale avec le projet de loi d'avenir pour l'agriculture et avec la structuration des filières dans notre département. Donc dans ce contexte, il convient de travailler comme nous le faisons activement et étroitement avec la profession agricole et les différents acteurs concernés. Et il semble prioritaire que la programmation des aides européennes 2014-2020 définisse des critères qui permettent de renforcer le modèle économique de l'agriculture franc-comtoise comme nous souhaitons le faire. Les grands principes donc de ces changements et de notre action sont présentés au milieu de la page 6. Les grands principes sont les suivants et on les retrouvera dans les différentes actions.
Tout d'abord, la différenciation des dispositifs d'aide du département selon les filières et les zonages, le lait valorisé en AOC et le lait dit standard en zone basse, le conditionnement des aides départementales et ou leur bonification en faveur des projets prenant en compte des critères de régulation de l'offre, donc dans le cadre de la fin des quotas, le développement d'une ingénierie financière et d'une ingénierie technique territoriale pour les conseils et l'accompagnement, la recherche d'effets de levier des aides départementales par la mobilisation des aides européennes en contrepartie ou à parité avec le FADER, et l'affirmation de la place du développement rural et de la ruralité au sens large. Donc, à la page 7, vous retrouvez nos différents objectifs définis dans d'août 2017. On nous rappelle également que dans l'année 2013, c'est vu concrétisé par la signature de la charte départementale pour une gestion économe de l'espace, la poursuite de l'effort de mobilisation accrue des fonds européens, et puis le lancement d'une nouvelle procédure intercommunale de réglementation des boisements, ainsi que le développement de l'outil agri-local. Pour 2014, il est proposé de construire le budget primitif sur la base des lignes existantes, étant entendu que les premières adaptations pourront se faire en tant que de besoin à l'occasion de la DM1. Donc un changement de contexte qui ne se traduira budgétairement qu'au moment de la DM1. Pour l'instant, nous poursuivons nos actions traditionnelles, mais évidemment en préparant l'avenir. Le titre 1, élaborer une politique d'aménagement foncier économe au service du développement durable des territoires, donc avec 3 actions, la compétence foncière de la collectivité départementale qui nous est rappelée, notamment l'aménagement foncier agricole et forestier, AFAF, à la page 10, les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux ou forestiers, et à la page 11, la réglementation des boisements pour un équilibre entre les espaces boisés et les espaces ouverts. Donc les propositions, c'est là-dessus que j'insisterai, ces propositions relatives aux points 1, 2 et 3 nous sont présentées au bas de la page 11. Donc réalisation d'études d'aménagement sur un ou 2 territoires de manière à cibler les modes et périmètres d'aménagement foncier, suivi de la procédure d'aménagement foncier sur la commune des Terres de Chaux, partenariat renforcé avec la Chambre interdépartementale d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort. À la page 12, c'est la suite, suivi de la réalisation des réglementations intercommunales des boisements concernant 4 communes, et puis de nouvelles, information et sensibilisation des communes en matière de réglementation des boisements dans les autres secteurs à enjeu en la matière. Hiérarchisation et choix des communes intéressées par une réglementation des boisements, donc on peut élargir l'action, et poursuite de l'instruction des demandes d'autorisation de boisement déposées par des pétitionnaires au sein des communes déjà réglementées. Donc, du point de vue budgétaire, au milieu de la page 12, une enveloppe unique et fongible d'un montant de 200 000 € en autorisation de programme, ainsi qu'une enveloppe de 100 000 € en crédit de paiement, une enveloppe d'un montant de 20 000 € issu du produit de la taxe d'aménagement en faveur des aménagements fonciers et une enveloppe de 1 500 € en section de fonctionnement pour les frais généraux. En ce qui concerne la protection des espaces agricoles et naturels périurbains, il n'a pas été jugé opportun d'adopter un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans notre département. Néanmoins, les propositions pour 2014 seront les pistes de travail qui vous sont présentées à la page 13. La participation au programme SAUGE, mise en œuvre au niveau de l'agglomération byzantine et qui peut s'étendre à d'autres territoires. L'élargissement et l'échange de l'expérience byzantine sur d'autres territoires départementaux et l'engagement d'une réflexion en lien avec les acteurs concernés pour l'élaboration d'un cadrage départemental en matière de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains. La politique foncière volontariste du département, tout d'abord avec la gestion économe de l'espace. Donc on nous rappelle en page 14 la prise de conscience collective et nationale qui a eu lieu, qui s'est traduite notamment par la mise en place d'une commission départementale de consommation des espaces agricoles dans notre département et par la signature également en 2013 d'une charte départementale pour une gestion économe de l'espace signée récemment entre le Conseil général, l'État, la Chambre d'agriculture et les 2 associations de maires du département. Nos propositions pour 2014, un soutien de l'agence foncière pour son travail de sensibilisation des élus et des acteurs locaux, la sensibilisation menée au travers du porté à connaissance et de l'avis sur les documents d'urbanisme,
la participation du département à la gouvernance et au comité technique de la charte départementale pour la gestion économe de l'espace, la participation aux travaux de l'Observatoire départemental de la consommation de l'espace, sa contribution à l'élaboration de l'Atlas départemental de la valeur des terres agricoles et la poursuite de notre participation à la CDCEA. Page 15, les travaux connexes aux aménagements fonciers, donc un dispositif qui a été révisé en février 2012 et budgétairement l'inscription d'une enveloppe nouvelle de 20 000 € en autorisation de programme et de 3 000 € en crédit de paiement. L'aide aux exploitations situées en agglomération, 10 000 € vous sont proposés dans ce budget. Page 16, les partenariats engagés avec l'agence foncière, avec la Chambre interdépartementale d'agriculture, et en 2014, nous signerons une convention cadre avec cette Chambre d'agriculture interdépartementale. La Société d'aménagement foncier et l'établissement rural, donc la SAFER, un partenariat qui a été entièrement révisé par la commission permanente en mars 2013 et qui se poursuivra donc dans une convention cadre en 2013-2017. Nos propositions, page 18, une enveloppe de 10 000 € à section de fonctionnement en faveur de la rémunération des actions de la SAFER et poursuite du partenariat engagé avec cette SAFER. Titre 2, participer au renforcement à la diversification de l'économie agricole. Donc, page 19, ça se traduit d'abord par le soutien aux bâtiments d'élevage, avec le plan de modernisation des bâtiments d'élevage, la viabilité et la desserte en réseau, le plan de performance énergétique, l'aide au développement de l'élevage porcin. Tout ça est développé dans les pages suivantes. Donc, on va s'arrêter aux propositions, page 21. Donc, page 21, dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens 2014-2020, la commission permanente sera amenée à valider en 2014 de nouvelles modalités d'intervention sur la base des grandes orientations suivantes, donc que j'ai évoquées en introduction. Et donc, au titre du programme PMBE, volet animation territoriale, on vous propose en fonctionnement un montant de 100 000 € en autorisation d'engagement, 25 000 € en crédit de paiement. Page 22, au titre du PMBE toujours, partenariat avec l'ASP et l'État, gestion des effluents et intégration paysagère des bâtiments agricoles, une enveloppe de 500 000 € en autorisation de programme et de 550 000 € en crédit de paiement. Par ailleurs, il vous est proposé de donner délégation à la commission permanente pour valider les conventions d'exécutive relatives aux opérations collectives sur de nouveaux bassins versants et de faire évoluer les modalités d'intervention du département au titre de ce dispositif. L'électrification rurale, donc l'année dernière, 8 à 10 dossiers par an dans les dernières années, pour un montant moyen d'aide de 6 000 €. On poursuit de cette manière-là en vous demandant de voter un crédit de 60 000 € en autorisation de programme et de 50 000 € en crédit de paiement pour les dossiers à venir en 2014 et pour honorer les dossiers en cours. En ce qui concerne le plan de performance énergétique, page 23, en 2 ans, notre département a soutenu 36 projets et nos propositions pour 2014 sont les suivantes. Acter le principe de la poursuite de l'intervention du département en faveur de ces PPE, en incitant davantage les agriculteurs à coupler les approches PMBE et PPE, lancer une réflexion quant à un positionnement du département en faveur des projets de méthanisation à la ferme, procéder à l'inscription d'une autorisation de programme d'un montant de 100 000 € et d'une enveloppe de 150 000 € en crédit de paiement au titre du programme, donner délégation à la commission permanente afin de valider, dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens FEADER, pour la période 2014-2020, les modalités d'intervention en faveur du plan de performance énergétique. Page 24, l'aide au développement de l'élevage porcin. Vous connaissez le constat, c'est l'érosion régulière de la production porcine dans la région et dans notre département. Nous avons accompagné à peu près 15 dossiers et dans le prolongement de cette dynamique, il vous est proposé pour 2014 de procéder à l'inscription d'un crédit de 50 000 € en faveur du programme d'aide au développement de l'élevage porcin afin de permettre le soutien de 2 à 3 dossiers. En ce qui concerne le plan végétal pour l'environnement, page 25, développer l'animation sensibilisation par la profession agricole à l'exemple de ce qui s'est fait à la vallée de la Loue, rendre éligible et inciter l'achat de matériel sous forme de structures collectives type CUMA,
et rester sélectif sur le matériel, établir un zonage et des priorités selon les enjeux environnementaux notamment. Donc, inscrire un montant de 20 000 € en autorisation de programme et de 3 000 € en crédit de paiement. En ce qui concerne le renouvellement des générations, c'est le rôle du point info transmission que nous soutenons à hauteur de 10 000 € par an. Pour 2014, il vous est proposé de poursuivre cette action. Donc, alors, je suis perdu. 25. Voilà. La politique d'aide départementale est différenciée à double titre selon le zonage, donc l'aide à la transmission en zone basse seulement. Une bonification d'aide s'applique en faveur des projets de diversification agricole et ou d'agriculture biologique, 8 500 € d'aide forfaitaire au lieu des 7 000 pour le dossier traditionnel. Donc en 2014, la politique d'installation va être réécrite en totalité au niveau régional et nous nous associons donc à cette réécriture. Il vous est proposé de procéder à l'inscription d'une enveloppe prévisionnelle d'un montant de 100 000 € au budget primitif afin de pouvoir honorer les nouveaux projets d'installation. Diversification et innovation. Pour 2014, au bas de la page 27, il vous est proposé de procéder à l'inscription d'un crédit de 200 000 € en autorisation de programme et de 100 000 € en crédit de paiement sur la ligne diversification, partenariat avec l'État et l'ASP. Donner délégation à la commission permanente afin de procéder à sa révision dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan de développement rural, de poursuivre le financement de la mission d'accompagnement des porteurs de projets de diversification agricole. En ce qui concerne les circuits courts, donc vous le savez, nous avons fait des tests dans 4 collèges du Doubs, Val-d'Aon, Étup, Morteau et Mout, et nous avons travaillé à la mise en place de l'outil Internet agri-local. Nous continuerons à travailler sur ce dossier. Fonctionnement des organisations professionnelles et manifestations agricoles. En 2014, donc, inscrire un crédit de 280 000 € qui permettra également d'honorer le financement de la mission d'assistance technique au projet de diversification et du point d'info transmission à la Chambre interdépartementale Doubs Territoire et 300 € sur une ligne budgétaire pour l'achat d'une cloche. Salon de l'agriculture, c'est la poursuite de nos actions traditionnelles de soutien aux éleveurs. En 2013, 19 animaux transportés pour une aide de 5 700 €. On vous propose de voter une enveloppe de 7 000 € pour cette année et cette action. Appui et conseil aux exploitations agricoles. Pour 2014, il vous est proposé de repenser et d'actualiser globalement le principe de ce dispositif d'intervention, d'appui et de conseil aux exploitations agricoles en partenariat avec la profession. Et donc, dans cette attente, il vous est proposé d'inscrire en 2014 un budget global de 20 000 € au titre de ce programme fongible. Action sanitaire, laboratoire vétérinaire départemental, 250 000 € à titre de subvention d'équilibre. On en reparlera dans le rapport suivant. Confortement de l'action sanitaire de proximité à destination des agriculteurs, c'est les opérations qui visent le groupement de défense sanitaire. À compter de 2014, il est proposé de ne plus abonder la ligne prime à l'abattage pour raisons sanitaires. C'est le principal changement, étant entendu que le GDS a mis en place un dispositif de mutualisation qui donne satisfaction. Les analyses réalisées par le laboratoire font l'objet en outre d'une minoration à 100% par notre collectivité et nous apportons un soutien financier au GDS. Dans ces conditions, page 32, il vous est proposé que la commission permanente puisse définir les termes d'un nouveau conventionnement pluriannuel avec le GDS du Doubs. Nous soutenons également la filière apicole, le GDSA, à hauteur de 8 000 € en faveur du plan de lutte contre le varroa. Plan de lutte raisonné contre la pullulation des campagnols. Notre effort se poursuivra en 2014. Au bas de la page 33, il vous est proposé de procéder à l'inscription d'un crédit de 15 000 € pour assurer la continuité de ce programme de lutte raisonnée contre le campagnol et de solliciter des crédits européens FEADER en contrepartie de l'aide départementale. Titre 3, page 34, encourager une économie forestière porteuse d'emplois compétitive et durable au sein du département. On détaille en page 35
restructuration foncière forestière. Et pour 2014, à la page 36, il vous est proposé d'initier une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés, le CRPF, la SAFER, la Chambre d'agriculture, la Chambre des notaires, l'ONF, les syndicats de propriétaires privés, l'agence foncière, une réflexion donc pour lutter de façon efficiente contre le morcellement de la propriété forestière. Desserte forestière, une grille d'analyse et d'évaluation permet de hiérarchiser les dossiers. Et donc là, pour 2013, 18 projets ont été aidés. Pour 2014, 160 000 euros et un crédit de paiement de 200 000 euros. Renforcement également de notre politique en faveur de l'utilisation du bois dans la construction, avec un guide du partenariat, avec des actions conjointes avec le PMBE et avec le soutien à l'association des communes forestières pour le programme Sans construction publique en bois local. En ce qui concerne la gestion des forêts départementales, vous le savez, nous sommes propriétaires de 2 forêts, la forêt des Bâtis et la forêt des Tilleroy, pour laquelle nous procéderons donc à l'inscription d'un crédit de 800 euros pour l'adhésion à l'association des communes forestières, et puis 5 000 euros pour les frais de garderie, 6 000 euros pour taxes et impôts fonciers, et 500 euros pour la contribution volontaire obligatoire. Enfin, à la page 39, et j'en aurai terminé, pour 2014, d'un point de vue budgétaire, les crédits consacrés aux actions foncières, agricoles et forestières, c'est la synthèse, un montant de 1 360 000 euros en autorisation de programme et autorisation d'engagement, et un montant de 1 957 100 euros en crédit de paiement et autres crédits en faveur des interventions agricoles et forestières. Très bien, merci. C'est un rapport très complet sur l'engagement du département au service de l'agriculture. Je crois que le grand mérite de cet exposé, c'est que véritablement, il nous apporte une vision exhaustive et précise de ce que développe le département. Jean-Pierre Gürtner. Oui, merci Président. Moi, j'aurais souhaité que cette année 2014, qui est une année encore entière pour nous, conseillers généraux, on ait quand même un grand débat ou qu'on ait quand même un travail de fond sur fumier, lisier et nitrate en lien avec les rivières. On va peut-être encore cette année avoir une conférence sur la Loue, on va entendre les écolos, on va entendre le Jean-François Humbert, ingénieur, nous dire les paysans, les nitrates et autres. On sait qu'on a 2 combats, les nitrates et les phosphates avec les stations d'épuration, et puis les nitrates avec les agriculteurs. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on passe peut-être à la vitesse supérieure et puis qu'on puisse avoir vraiment un travail de fond, puisqu'on couvre les fumières. Et vous savez qu'actuellement, il y a un retour de l'agriculture sur les fumiers, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de dépôts de fumier dans les champs. Observez bien, là, mes collègues, quand vous partez, il y en a partout. Et là, il n'y a aucune réglementation là-dessus. On attend l'hiver, ça stocke, et puis, ma foi, ensuite, on fait du compost. Si, on suit ça, moi, au niveau de mon boulot, je suis très attentif à ça, et j'aurais quand même, parce qu'on entend toutes sortes de choses, y compris en Suisse, et qu'on puisse faire venir quand même des professionnels, avoir une étude pluridisciplinaire sur ces problèmes de nitrates issus du fumier ou issus des lisiers. Moi, je participe chaque année à la journée, d'ailleurs, que le Conseil général paye, concernant le pendillard, concernant toute cette journée sur l'épandage. C'est très intéressant, très très intéressant. Il y a un profil pédologique, on voit ce qu'il en est. Mais bon, et après, on est toujours avec les mêmes problèmes. Voilà. Alors moi, j'aurais souhaité que 2014, ça soit une année un peu thématique, assez forte sur cette problématique des nitrates issus des fumiers ou des lisiers, qu'on ait un point de vue, et ce point de vue, ma foi, soit un peu une règle sur les nouveaux bâtiments agricoles qui seront construits futurs, et qu'on arrête peut-être à boucher des trous par-ci par-là en essayant de faire du truc un peu ponctuel. Merci. Très bien, merci. Jean-Marie Pobel. Dans le prolongement de l'intervention de notre ami Gürtner, je voulais dire que tout ne va pas aussi bien qu'on ne le pense dans cette organisation de l'agriculture, et malgré les efforts qui sont faits depuis très longtemps. J'en prends pour exemple des faits nouveaux, récents, qui ont été évoqués ce matin par Léon Bessot. C'est sur son canton, mais c'est chez nous.
Je crois que les paysans ont chopé la grosse tête et qu'ils ne savent plus qu'ils ont entre les mains un outil extraordinaire qui est d'abord la coopération agricole, qui est d'abord le cahier des charges de la OC Comté qui nous a permis en 20 ans de doubler la production, qui nous a permis, grâce à un système de répartition de la richesse, de la valeur ajoutée que nous avons mis en place avec les autochtones, c'est-à-dire les petits affineurs qui respectent ces signes de qualité, mais qui de plus en plus, dont leur part de marché se minimise par rapport à la part de marché des grands groupes. Et je le disais à table tout à l'heure avec mes voisins, on n'est pas loin, si on n'y prend pas garde, à perdre le pouvoir économique en ne respectant plus le cahier des charges, en ne respectant pas les principes fondamentaux de la création de la filière. Et un jour, on se retrouvera comme les Bretons, 10 ans plus tard, sans cahier des charges, sans répartition de la valeur ajoutée et avec la perte du contrôle financier des outils de transformation et de commercialisation. Alors, je le dis, ce n'est pas l'enjeu du débat aujourd'hui, mais je demande, puisque nous sommes bientôt en partance, que nous serons très peu nombreux ici dans cette assemblée pour porter la parole de ceux qui vivent au quotidien ces problématiques, il faut que nous nous mobilisions. Je soutiens tout à fait l'initiative de notre ami Gürtner, qui lui, avec son talent de professeur, pourra vous aider, pour que nous puissions, dans les deux domaines, des deux filières respectives, celle de la filière AOC Comté, qui, malgré son succès avec ses 600 millions d'îles de lait et ses 60 000 tonnes, alors que nous n'étions qu'à 25 000 il y a 20 ans, assure la pérennité de l'agriculture, ses signes de qualité. Et il y a la deuxième filière porcine qui est plus ennuyeuse parce qu'elle n'a pas l'avantage d'être aussi propre au niveau de l'environnement que celle de la vache laitière. Et donc il va falloir que nous organisions une réflexion sur les thématiques, sur les concours à apporter, sur les conditions à mettre en œuvre et en musique en permanence pour obtenir l'encouragement ou le financement des aides ici ou là. Voilà ce que je voulais dire, parce que je le pense aussi pour la saucisse de Morteau. Tout n'est pas réglé, puisque nous sommes arrivés, grâce à l'IGP, les saucisses de Morteau et de Montbéliard à près de 10 000 tonnes. Les séminaires se font tous les jours en ce moment pour réfléchir à l'évolution de l'image, de la communication et du respect du cahier des charges qui doit être respecté par les entreprises et par les soucis que nous avons à réinstaller des transformateurs. On sait de quoi on parle sur notre secteur. Alors, je crois que ne nourrissons pas un optimisme béat pour dire que nous sommes les meilleurs. Les agriculteurs seront les artisans de la réussite et de la pérennité de notre système, mais je crois que nous devons mettre en place un genre de veille sur ces principes d'environnement, de respect de nos structures, et de mettre l'État, les régions, les départements, d'émettre des concours que dans le cadre unique du strict respect du cahier des charges. Bien, moi, je partage évidemment ce que vous dites, et pleinement. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes dans ce département qui sauront ou pas organiser leur avenir. Les deux exemples que vous donnez, celui de la sécurisation de la filière Comté avec la sortie des quotas laitiers, est en effet une première exigence. La deuxième, c'est comment on accompagne dans des conditions qui respectent notre environnement le développement d'une filière porcine. C'est aussi une question. Moi, je retiens complètement vos suggestions et je pense que ce sont deux axes de réflexion que nous pouvons nous donner pour ce début de l'année 2014. Personnellement, je ne verrai que des avantages à ce que nous soyons contributeurs de réflexion, en lien naturellement avec la profession sur ces deux sujets. Gilles Robert, et pour faire écho aussi à la réflexion de Jean-Pierre Gürtner autour des rivières, on va y venir. C'est en effet un sujet très important. Gilles Robert. Vous venez de dire qu'effectivement ces contributions étaient intéressantes. Alors effectivement les constats, les inquiétudes, nous les partageons, nous les connaissons bien. Nous essayons de réagir et d'agir étroitement avec la profession. Nous nous sommes fixés un certain nombre de principes. Ce principe, c'est celui de la structuration des filières, c'est celui aussi de soutenir les organisations dans la mesure où elles travaillent collectivement à la mise en place de solutions.
et puis c'est celui aussi de l'efficacité économique, en parallèle avec les actions de la région, et puis dans le cadre des nouvelles aides européennes et nationales. Donc nous sommes très sensibles à ce que vous venez de dire, et effectivement, je trouve la proposition de Jean-Pierre Gürtner tout à fait intéressante, et je crois que ça peut être un beau défi, une belle action à mener en 2014. Tout à fait. Éric Alauzet. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai deux questions à poser, une agricole et une forestière. Concernant les épandages, il y a un certain nombre de propositions intéressantes qui sont listées, page 21, je ne vais pas revenir dessus, simplement deux questions. La première, est-ce qu'on sait anticiper la pénétration de ces mesures, c'est-à-dire quels moyens on a, à quelle échéance on estime que 5%, 10%, 15% des plans seront mis en place, et donc la question de l'efficacité qui est derrière. Et la deuxième est sur la question du conditionnement, la première mesure, conditionnement des aides départementales à des critères de régulation. De régulation. Donc si on peut avoir quelques explications là-dessus, parce qu'on sait que c'est un enjeu, la libération pourrait voir la production croître et les déjections d'autant et fragiliser le milieu. Deuxième question portant sur la forêt, se prépare la possibilité d'expérimenter en Franche-Comté et en Aquitaine parallèlement un regroupement des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, notamment pour assurer une meilleure mobilisation de la ressource forestière. Quel rôle joue le département dans cette affaire? Très bien, merci. Et pour une part, ce que vient de dire Éric Alauzet rejoint les problématiques abordées. Alors, Vincent Fuster et Jacques Breuil. Oui, deux, trois compléments par rapport aux réponses de Gilles. Sur le débat fumier-lisier, c'est un débat effectivement récurrent sur lequel nous travaillons quand même avec la profession agricole, vous l'imaginez bien. Et dans le cadre, et Gilles vous l'a dit, de la préparation du FEADER 2014-2020, nous avons donc beaucoup réfléchi à cela dans le cadre du PMBE. Et la proposition qui est faite en commun avec la profession agricole, c'est de faire un bonus pour ceux qui se dirigeront vers le fumier. Donc ça, c'est une première avancée, entre guillemets. Après, il y a le problème de l'épandage. Alors, il faut savoir aussi que, je pense que Jacques le développera, mais sur les plans d'épandage, on a aussi beaucoup travaillé avec la profession, qui est en train de revisiter toutes les cartes d'épandage des bassins versants pour l'instant, puisqu'on a priorisé les bassins versants. Et donc, il y a vraiment une véritable avancée de la part de la profession, qui d'ailleurs met à disposition maintenant ces nouvelles cartes aux maires. Alors, c'est intéressant parce que ces cartes, elles pourront être affichées en mairie, et ça permet quand même un minimum d'autocontrôle, si je peux me permettre l'expression. Et puis sur la perte des outils de transformation, ça c'est pour répondre à Jean-Marie, ça aussi c'est quelque chose qui nous préoccupe bigrement, et la profession aussi. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas travaillé dans ce domaine. Je pense même que la région et le département ont beaucoup travaillé sur le maintien des outils et des organes décisionnels dans notre département. Il y a même un fonds qui est destiné, qui est travaillé par la FDCN, qui est destiné justement à pouvoir investir si des fois une société veut partir ailleurs. On sourit, Jean-Marie, mais je trouve que c'est tout à fait exemplaire. C'est tout à fait exemplaire puisque ce fonds, il est, entre guillemets, abondé par la profession agricole et par les producteurs de lait. C'est quand même pas inintéressant. Et puis, sur la filière porcine, je vous rappelle, Gilles l'a dit, mais je le répète parce que c'est important, nous sommes les seuls à aider cette filière porcine. La seule collectivité, toutes les autres ne veulent pas aller dans cette aide, pour différentes raisons qui les regardent, mais nous sommes les seuls à aider à l'installation et surtout au développement raisonné, je dis bien raisonné, parce qu'on a des critères environnementaux qui sont très drastiques, vraiment, dans le cas de la filière porcine, mais au moins, on se préoccupe de nos filières IGP, ce qui paraît quand même la moindre des choses ici. Donc voilà, sur le rapprochement CRPF, Chambre d'agriculture, moi je n'en avais pas entendu parler. Je ne sais pas si Gilles en avait entendu parler, moi pas. Très bien, merci. Jacques Breuil. Oui, moi je voudrais poursuivre et rebondir sur les propos de Gilles et de Vincent par rapport, et notamment Jean-Pierre aussi, ce qu'il nous a dit sur son inquiétude concernant les épandages, concernant les nitrates notamment, le lisier en général. Donc on a eu une réunion il y a quelques semaines avec le directeur de l'agence de l'eau pour faire le point un petit peu sur les actions à conduire dans les années qui viennent et notamment en 2014.
la suite aussi du PMBE, notamment avec l'utilisation et la possibilité d'utiliser les fonds européens sur ce type d'action. Et il nous semble intéressant, donc le directeur de l'agence de l'eau veut travailler avec nous dans ce sens, travailler en liaison avec le CIGC éventuellement pour conforter la filière et dans ce sens engager une action avec eux de vérification des plans d'épandage, de la mise en œuvre des plans d'épandage, parce qu'il y a des plans d'épandage, tout le monde le sait, et maintenant ces plans d'épandage, il faut qu'ils soient mis en œuvre et mis en œuvre correctement. Donc l'agence de l'eau est d'accord pour financer un organisme indépendant qui serait choisi avec la profession agricole et avec le CIGC, comme ça il y aura un accord global afin que ce soit interprété dans le bon sens et ça permettrait d'être sûr et de ne pas arriver un jour à un clash qui nous mette tous en difficulté, notamment la profession agricole. Voilà, on peut se diriger et l'agence de l'eau est prête à travailler sur un cahier des charges pour recruter un cabinet spécialisé et voir si on peut faire quelques tests afin d'avancer dans ce domaine. Vincent Fuster, oui, c'est un complément. Je n'ai pas répondu sur le plan des quotas, Eric. Donc dans le dossier qui vous est déposé en page 6, on parle déjà de la régulation, puisqu'on dit que le conditionnement des aides départementales et leur bonification en faveur des projets prenant en compte des critères de régulation de l'offre. Donc nous avons bien l'intention de travailler avec la profession pour les aider, entre guillemets, à réguler l'offre. Donc dans ce cas-là, on donnera, pour des gens qui seront pas trop au-delà des quotas, on donnera des bonus des aides départementales. En accord avec la profession, je le précise, vraiment. Très bien. Pierre Elias. Oui, merci, Président. Moi, je me réjouis de tout ce qui vient d'être dit parce que ce problème d'épandage et puis de lisier en général, les problèmes des lisiers de porc ou de fumier, c'est un problème qui est, comme l'a dit Vincent, récurrent depuis de longues années. Et je trouve que ce qui est écrit, ce qu'on écrit cette année, c'est vraiment quelque chose de concret. Par contre, moi, je pense qu'il faudrait aller vite, parce que je crois qu'on est quand même au bord d'un point de rupture, et je crois aussi que l'abandon des quotas, justement, peut aggraver considérablement cette situation, parce que nous ne sommes pas quand même tout à fait maîtres de la production fromagère, quelque part. Bien sûr qu'il y a des coopératives, qu'il y a des petits producteurs, qu'il y a des petits... Mais il ne faut pas oublier que la production de fromage appartient quand même à quelques grands groupes français et n'est pas, je dirais, elle n'appartient pas aux petits producteurs, en réalité, qu'elle dépend de la commercialisation de grands groupes français ou internationaux. Et je crois que là, on a vraiment un rôle urgent, oui. Bien, merci. Alors, Albert Rognon. Merci, Président. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. Au-delà des mots, bien sûr, de ce qui a été dit sur les épandages qui sont très techniques. Un coup, je vous avais parlé autre chose que les épandages, en parlant des molécules chimiques, mais je ne vais pas revenir dessus, mais dans 10 ans, on en reparlera. Et ça sera le gros problème. Ça sera l'énorme problème qu'on aura, alors que l'agriculture deviendra propre. Alors, ça a commencé. Je voulais simplement revenir sur nos fruitières, en même temps sur le comté. On a agrandi le secteur d'AOC en comté, sauf que aujourd'hui, si on tient le coup, et je le répète et je le dis, si on tient le coup, c'est parce que on n'a pas des grosses fruitières. Le jour où on aura, si par exemple dans un canton comme le mien, où il y a 5 fruitières, si demain on n'en fait qu'une, on est opérable. Ça veut dire que c'est un gros qui viendra, et on perdra quand même de la qualité. Et ce, quand même, depuis des années, les grands-parents, le grand-père à Jean-Marie, et lui-même, ses enfants et ses petits-enfants, c'est la force, c'est une force extraordinaire. Et le souci qu'on pourra avoir dans les mois à venir, c'est que les quotas se libéreront. Mais c'est là qu'il faudra veiller à ce qu'on ait de la qualité. Je crois que le département, on sait le faire. Je crois qu'on est bon là. On est proche, et en même temps, on a une vision quand même à moyen terme, mais aussi à long terme, dans le sens où on s'est rendu compte de ça. Et je crois que nous, les conseillers généraux, en tout cas les ruraux en proximité, même
de la ville parce qu'on le voit, les urbains sont très très proches de tout ça. Et je peux dire aussi qu'à certains endroits, on est devenu, en tout cas dans certains cantons, peut-être pas partout, mais on est devenu peut-être plus propre qu'à d'autres endroits, parce qu'il y a aussi une autre méthode d'engraisser, il y a une autre méthode de faire, et il y a une autre méthode de gréer dans les champs. Et si aujourd'hui, dans mon canton, il y a eu 3 médailles d'or consécutives, je pense que je voudrais dire qu'on a fait de gros efforts. Après, je voudrais vous parler de la saucisse de Morteau. La saucisse de Morteau, il y a un grand groupe et il y a plusieurs petits. Il y a deux petits qui vont disparaître. Il y a pratiquement presque plus de label rouge. Et je trouve que ça, c'est grave. Parce que on dit on veut quand même des gros pour tenir le coup, pour dire... et cette saucisse, elle devient apathique. Le goût a disparu. Elle n'a plus de différence entre tous. Et je crois que malgré les concours de saucisses qu'on fait, elles se ressemblent toutes. Elle est devenue unifiée peut-être parce qu'on doit la commercialiser. Mais en même temps, je crois qu'il faut faire très attention. Et il y a de moins en moins de label rouge. Et le label rouge, c'est vraiment la qualité de cette saucisse de Morteau, qui est quand même... c'est pas le saucisson italien et puis y compris pour la Montbéliarde. Donc encore une fois, il faut qu'on soit dans la qualité. Et au Conseil général, on sait vraiment, c'était une préoccupation de cette filière et on l'a encore vu dernièrement et on l'a vu quand on a dû intervenir nous les conseils généraux entre les fins et à Voudrey. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de très intéressant, puisqu'il y a des endroits il y a des gens qui sont revenus aux fins. Et bien sûr que c'est des petites fruitières qui sont entre 5 millions et 10 millions de litres, quoi. C'est pas des grosses fruitières. Mais c'est la force. C'est une force extraordinaire. Parce que c'est ça, la vraie mutualisation. Le sens qui a été donné au départ. Et dans ce sens-là, c'est aussi la qualité qui va rester. Et nous, les conseillers généraux, nous, le conseil général, faut qu'on soit toujours derrière ces deux phases-là. Avec l'agriculture et avec la filière porcine qui fait qu'un, en quelque sorte. Et je crois qu'on soit vraiment... Je voulais simplement dire ça, je ne veux pas revenir dans les domaines techniques, mais je pense qu'on peut nettement s'améliorer dans la disposition de l'engrais en particulier. Et je crois que ça c'est très important. Je vous remercie. Très bien, merci. Jean-Marie Pobel. Ouais, simplement 2 mots pour conclure là-dessus. Il faut qu'on mette en place les moyens, mais ce n'est pas notre rôle ici, mais il faut que les interprofessions le prennent en charge. Les moyens, les méthodes pour éviter par tous les moyens l'industrialisation de la production du lait et l'industrialisation de la production de la saucisse de Morteau. Il n'y a que 2 moyens pour y parvenir, c'est de limiter la taille, d'une part, des ateliers de transformation, deuxièmement, c'est de limiter la taille des fermes d'exploitation. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Et tout ce qui concourt aujourd'hui dans les débats de la profession agricole, j'ai su par mes fils qui sont dans le système là qui m'en parlent le soir, c'est la catastrophe en ce moment. C'est à celui qui a la plus grosse structure, celui qui développe le plus grand projet. Et comme il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de contraintes de cahier des charges et des conditions pour obtenir ces aides. Alors, si nous ne mettons pas en frein, tous ensemble, politiquement parlant, pour faire en sorte que notre système qui a survécu à des crises graves depuis 50 ans et qui a survécu de façon magnifique puisqu'on a les meilleurs prix du lait du monde, si nous ne mettons pas ça en place, c'est la fin de notre système. Et c'est la fin aussi de la qualité de notre environnement, de nos rivières, c'est la fin aussi d'une façon de vivre, c'est la fin du respect des milieux aquatiques. On peut faire tous les beaux discours qu'on a, si on n'a plus qu'une seule industrie du lait ou 3 pour faire bien, on n'aura jamais maîtrisé. Et souvenez-vous du débat qu'on avait eu ici sur la Loue il y a 2 ans où j'avais déjà fait une intervention là-dessus en disant ne nous laissons pas aller sur la structure des exploitations agricoles parce que plus on culminera d'animaux sur le même toit, plus on aura, excusez-moi, du fumier et le désir à y pendre. Et par conséquent, et deuxièmement, la filière porcine, elle est extrêmement dépendante par la consommation de sérum, de ces petites structures. Elles sont réparties, disséminées sur l'ensemble du territoire, elles ne font pas de mal avec des petites entreprises. S'il en reste 3 demain, c'est la fin de notre système, c'est la fin de la beauté de ce produit. Pour terminer, je dirais que je dis toujours la communauté de communes chez moi, j'ai passé par un ridicule, mais à mon âge, ça ne me gêne pas du tout de l'être. Moi, je rêve pour cette Franche-Comté encore, à l'instar de ce qui a été fait pour la viticulture au nord de Lyon jusqu'au sud de Lyon, avec tous ces grands crus, ces AOC de Bourgogne, de Côte-du-Rhône, etc. Ils n'ont pas fait une seule structure, ils ont maintenu ces petits villages, ces villages gaulois, des AOC qui portent le nom du village,
C'est cela que nous devons faire avec beaucoup plus de précautions parce que nous polluons, parce que nous sommes une activité d'élevage. Mais c'est ce système-là qu'il faut absolument préserver. Bien, merci. Je crois que nous sommes bien d'accord sur, encore une fois, hein, sur l'objectif à tenir. Et je pense que ce que vous venez de dire, après vous commencez à entrer dans le débat, mais je pense précisément que ça fait partie des éléments de discussion que nous devons avoir avec la profession, avec la Chambre d'agriculture, et essayer de se donner, comme nous avons commencé de le faire, hein, je pense encore une fois, ce qu'évoquait à l'instant Vincent, c'est-à-dire sur notre rapport, la volonté de conditionner les aides départementales précisément à une volonté de rationalisation et de maîtrise. Et je pense que la voie sur laquelle nous nous engageons, c'est bien celle-là. Et ça doit se faire effectivement dans un dialogue bien compris avec la profession. Et nous devons anticiper. Jean-Pierre Gürtner. Oui, moi je vais conclure aussi. Alors, carte d'épandage, oui. Mais elles sont un peu grandes. Moi, je vois celles qui arrivent dans les communes, difficiles à afficher parce qu'on n'a pas forcément le cadre ou la vitrine et autres. Il faut numériser. Comme on a fait avec le cadastre, numériser-les et on diffuse ça, ça va très bien. Deuxième chose, dans l'épandage, le plan est fait, mais c'est le quand est-ce qu'on va épandre. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Regardez, l'hiver, la neige est arrivée au mois de novembre. Pour l'instant, tout va bien, mais fin février, mars, avril, les cuves sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que les problèmes vont arriver. Moi, la neige qui est tombée au mois de novembre, je me suis dit, ça y est, avec mes élèves, mes paysans, il faut qu'on travaille ça, parce que ça, les problèmes vont revenir. Et donc, c'est le quand qu'il faut qu'on étudie. Et puis, pour répondre à Eric, la régulation de cela, il y a 3 niveaux. Moi, je le vois, parce que je bosse dessus depuis plusieurs années. Le premier, on est en filière comptée. Donc, on est régulé. Parce que ce qui va faire le prix du lait, c'est le nombre de plaques vertes pour les compter. OK. Mais il y a quand même, et Jean-Marie l'a dit, et Pierre l'a dit aussi, il y a quand même des exploitations sur notre secteur qui sont prêtes pour dépasser les quotas. C'est-à-dire, c'est des grosses exploitations. J'en connais quelques-unes sur mon secteur, c'est des anciens élèves. Ceux-là, avec la grosseur, la grandeur des grandes entreprises, pourront toujours faire, qui produiront plus. Moi, je vois ça arriver comme ça. Et c'est vrai que l'esprit COP, à ce moment-là, il est quand même menacé. Et puis, il y a un troisième cas, c'est les gens qui se mettent à faire de la diversification, c'est-à-dire qu'ils vont faire des circuits courts. On les a, les circuits courts. On est allé avec Vincent sur mon canton voir un producteur qui fait du circuit court. Là, il échappe aussi. Et donc, il a la possibilité de dépasser son quota et de pouvoir produire autant que le marché le permettra. On a donc 3 cas. Moi, je rejoins Jean-Marie et je rejoins Pierre. Celui qui m'inquiète le plus, c'est ces exploitations qui grossissent et qui, par leur taille, on l'a vu aussi dans la filière bois, seront toujours reprises, seront toujours sous couvert de quelque chose qui les amènera à encore produire plus et donc un peu transcender nos règles, nos propres règles qui font aujourd'hui notre force au niveau de notre agroalimentaire du territoire. Voilà. Bien, nous voyons bien dans quel... Oui, Jean-Marie Pobel, dernière intervention. Ouais. On aura dans 5 ans ou 10 ans ce qui se passe en ce moment en Bretagne. Non, je pense que si nous sommes collectivement vigilants, et nous le serons, et je veux croire en la sagesse de vos collègues exploitants agricoles, je pense que ça serait, si nous nous engageons dans cette voie, renoncer précisément à ce qui fait notre richesse. Et ça serait évidemment suicidaire. Donc il ne faut pas en effet minimiser le risque, il faut le prendre à bras le corps, c'est ce qu'on se propose de faire à la faveur de ce budget, nous en sommes d'accord, et comme nous sommes d'accord sur les différents axes que nous nous donnons au titre de la politique agricole. Je vous propose dans ces conditions. Alors je rappelle aussi, quand même sur les rivières, juste pour terminer là-dessus, personne ici, mais ce n'est pas ce que vous avez dit, hein, Jean-Pierre, mais personne ici, je crois, ne croit au grand soir en la matière. Je crois plutôt à la persévérance de notre engagement. Il ne faut rien lâcher. Je rappelle que nous avons fin janvier une réunion du comité loup et des rivières comtoises.
avec le préfet, en lien avec le préfet, pour faire le point, parce que c'est nécessaire aussi régulièrement sur l'avancée des différentes études en cours. Et nous avons besoin de cet éclairage aussi pour affiner et tenir nos plans d'action. Mais je crois qu'en effet, là-dessus, il ne faut rien lâcher et il faut sans doute en faire un des points forts, j'en suis d'accord, de notre action 2014. J'ai oublié Annick Jacquemet ou c'est un... Non, Annick Jacquemet voulait intervenir? Non? D'accord, très bien. Je croyais vous avoir oublié. Bien, je mets au voie ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Laboratoire vétérinaire départemental, c'est toujours Gilles Robert, je suppose? Rassurez-vous, ce sera plus bref puisque vous connaissez bien cet outil. Vous avez une introduction à la page 3 qui vous présente le contexte départemental. Vous avez pour 2014, à la page 4, le budget primitif de ce laboratoire vétérinaire qui s'élève à 1 327 150 € contre 1 341 500 au budget primitif 2013, soit une diminution de 1,07%. Mais les principaux postes de dépenses qui figurent dans ce budget restent les mêmes. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 62 650 €. La section de fonctionnement s'équilibre quant à elle à hauteur de 1 264 500 €. Je ne vous rappelle pas les objectifs du laboratoire, vous les connaissez. À la page 5, donc, dans ces conditions, le niveau d'activité envisagé au cours des prochains mois conduit à l'inscription en recette de fonctionnement d'une enveloppe de 1 013 000 € au titre des produits qui seront générés par la facturation des analyses. Il vous est proposé de maintenir en recette de fonctionnement une enveloppe de 250 000 €, montant identique au budget primitif 2013, pour procéder à la fin de l'exercice budgétaire 2014 au versement de la compensation des minorations tarifaires qui sont appliquées. S'agissant des dépenses de fonctionnement, le budget primitif 2014 prévoit l'inscription d'un montant de 291 220 € qui permettra de procéder à l'achat de réactifs et fournitures consommables. En section de fonctionnement, toujours un montant de 28 000 € sur la ligne intitulée sous-traitance, un montant de 1 000 € qui permettra de procéder aux achats de documents nécessaires à l'activité du laboratoire, l'inscription de 1 500 € sur la ligne intitulée fournitures administratives, achat de carburant 8 500 €, frais d'affranchissement 15 500 €, 50 € sur des intérêts moratoires et pénalités. Ensuite, vous retrouvez la gestion des locaux à la page 8. C'est la mobilisation d'un emprunt, donc pour lequel il vous est proposé d'inscrire en dépense d'investissement une enveloppe de 27 610 € et en dépense de fonctionnement une enveloppe de 11 980 €. Pour la maintenance, 45 000 €. Pour les différentes charges relatives à la gestion du bâtiment, eau, gaz, électricité, 33 000 € contre 27 500 en 2013. 500 € sur la ligne fourniture non stockable eau. 2014, des contrats d'assurance relatifs au bâtiment, inscription de 3 000 € contre 2005 au budget primitif 2013. 250 € pour entretien et réparation de biens immobiliers. Écritures d'ordre sont proposées à hauteur de 62 650 €. En ce qui concerne les compétences humaines, page 9, l'année 2014 sera marquée par la mise en place de temps partiel ayant été sollicité par plusieurs agents. Pour l'instant, le laboratoire emploie 16 agents, dont 3 non titulaires, qui représentent 15,40 emplois temps plein, et il en comptait 16,6 en 2008. Sur la base de ces éléments, il vous est proposé d'inscrire en dépenses de fonctionnement une enveloppe globale de 732 300 € sur les lignes relatives à la rémunération du personnel et aux charges salariales. En ce qui concerne le matériel, à la page 10, remplacement de matériel vétuste. Pour 2014, il sera nécessaire d'acquérir une nouvelle centrifugeuse réfrigérée pour un montant de 22 400 €. Il vous est proposé d'inscrire en dépenses de fonctionnement une enveloppe de 2 000 € sur achat de matériel de laboratoire pour du petit matériel
et puis la location de différents outils généraux, photocopieurs, fontaine à eau, pour un montant de 12 000 € sur la ligne location mobilière. Page 11, améliorer la lisibilité des actions du LVD, c'est très important. Donc la mise en place et le développement du site internet 12 640 €, et puis acquisition de logiciels ou de brevets, un montant de 250 € pour les frais bancaires. Tarif des prestations, il faut rappeler donc que les analyses n'ont pas été revalorisées depuis 2007. Aussi, il sera proposé à la commission permanente que la grille tarifaire, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2014, intègre pour ces analyses une augmentation de 2,5% pour les séries portant sur 1 à 9 échantillons et de 1,2% pour les séries de plus de 10 échantillons. Pour 2014, donc inscription d'un montant de 800 € sur ces actions. Participation au plan de maîtrise sanitaire des collèges. Donc là, c'est une action qui est poursuivie avec l'aide du laboratoire vétérinaire. Donc 18 collèges ont achevé la mise en place de leur plan de maîtrise sanitaire. La démarche est engagée au sein de 20 autres collèges. Et collecte des déchets d'activités de soins sanitaires, c'est une action qui est poursuivie et qui sera poursuivie en 2014. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Je pense que sur cette affaire, il y a consensus. Pas d'objection, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Je propose que Philippe Beluche soit le dernier rapporteur de la journée sur la politique touristique, s'il le veut bien. Ah, je le veux bien, pas de souci. Et synthétique. Alors, politique touristique. La structuration d'une économie touristique dynamique pour l'ensemble des territoires et en partenariat étroit avec les acteurs locaux constitue l'un des enjeux majeurs du projet d'août 2017, articulé autour de 5 ambitions en matière de politique touristique. Et ces 5 ambitions, les voici. La première ambition, c'est travailler à la bonne gouvernance et à la reconnaissance de la filière tourisme, en plaçant les acteurs au centre de la démarche de développement économique. Deuxième ambition, faire de la qualité et de la durabilité les leviers de la performance et de la compétitivité de la filière. La troisième, conforter le tourisme dans son rôle structurant de l'aménagement et de la solidarité avec les territoires du département. Quatrième ambition, rendre l'offre attractive et facile à consommer. Et enfin, cinquième ambition, se créer une identité pour mieux communiquer et vendre. Afin de contribuer de manière efficiente à cette mise en tourisme des territoires du Doubs, il vous est proposé d'inscrire au budget primitif pour l'année 2014 une enveloppe de 1 500 000 € en autorisation de programme pour permettre de procéder à l'individuation des subventions en faveur des projets, une enveloppe de 1 375 000 € en crédit de paiement en section d'investissement, et enfin un montant de crédit de 2 402 250 € en section de fonctionnement pour permettre à notre collectivité de soutenir l'activité des organismes dont elle est membre, par exemple le syndicat mixte du Mont-Bas et les structures partenaires comme le CDT ou les UDOTSI. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est d'une synthèse absolument parfaite. Je pense qu'il... Je donne des cours, hein. Très bien. Alors, je m'assure que votre présentation n'appelle pas ce qui serait légitime, des questions. Jean-Marie Saillard. Oui, simplement, mes chers collègues, pour vous dire que je suis satisfait de l'action touristique de notre collectivité, en ce sens que bien nous arrivons au terme de gros investissements, notamment concernant l'agriculture sur la station de Métabier. C'était demandé depuis très longue date par les professionnels. Et puis, je ne peux pas passer sous silence non plus l'article qui est apparu dans l'Est républicain et qui émanait d'un professionnel hébergeur qui fustigeait la collectivité départementale pour sa lenteur. Je dois dire que là, je vous apporte mon total soutien. J'ai pris connaissance de la réponse d'ailleurs que vous aviez apportée. J'y souscris totalement.
Et je crois que peut-être dans le Haut-Doubs, ce qui nous manque précisément, eh bien, c'est un peu plus de volonté de la part de certains de mes collègues élus, j'ai pas peur de le dire, parce que nous sommes un petit peu trop bien. Enfin, je veux dire que simplement, nous avons une économie qui est portée par la proximité de la frontière, et quand on parle d'un projet touristique, eh bien, finalement, on dérange. Et c'est dommage parce que si demain, nous avions une carence de l'économie transfrontalière, on saurait très bien nous dire, vous n'avez pas prévu d'alternative. Donc voilà, moi je tenais à vous remercier pour votre action à ce niveau-là. Et puis je voudrais faire le lien également avec l'agriculture dont on parlait tout à l'heure, en ce sens que si demain nous voulons garder de l'attractivité touristique, il nous faudra là aussi un environnement qui soit correct, et puis il nous faudra aussi des fruitières et des choses où la clientèle touristique a précisément un objectif, c'est d'acheter des produits locaux. On est beaucoup aujourd'hui sur une recherche de l'authenticité, c'est pas uniquement des mots, et je pense qu'on perdrait tout, comme le disaient mes collègues, si d'aventure on s'orientait vers une agriculture qui soit par trop industrielle. Merci. Merci, mon cher collègue. Moi, je partage en tout point ce que vous venez de dire. Je n'ai rien à ajouter. Et je crois que nous sommes en phase sur à la fois la nécessité de partager une volonté de développement touristique pour toutes les raisons que vous avez indiquées. C'est notre responsabilité d'élus que de tenir à tout prix ce cap. Et je ne peux, encore une fois, que me reconnaître dans vos propos. Je propose donc de mettre aux voix ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est donc approuvé. Donc nous nous retrouverons demain matin à 9 h pour poursuivre l'examen des rapports de la deuxième commission. 9 h, vous tenez compte, s'il vous plaît, des difficultés à accéder au pont de Chamard, puisque dans le sens vers ici, il ne fonctionne pas, il faut faire le tour. Donc il faut que vous en teniez compte dans la programmation de votre déplacement. Merci, bonne soirée.